Bonjour et bienvenue à la balado au sujet des sciences humaines et sociales. Lorsque Sébastien et moi avons lancé le podcast, c'était entre autres pour valoriser la place qu'occupent les sciences humaines et sociales dans cette grande aventure, qu'est la quête du savoir par les êtres humains. Plusieurs experts et sommités sont venus jaser avec nous des sujets qui les passionnent, alors que souvent, ces sujets ne trouvent écho dans l'espace public que lorsqu'ils sont étudiés à partir d'une perspective de sciences de la vie, de sciences pures ou appliquées. Si on ne prétend pas régler ce débat, nous sommes néanmoins heureux d'y contribuer. Sauf que jusqu'à maintenant, on a abordé des questions très terrestres. Et il était probablement inévitable que notre curiosité nous pousse à tourner nos regards vers les étoiles, mais comment aborder ce qui se passe ailleurs que sur la Terre du point de vue des sciences humaines et sociales? N'est-ce pas là une chasse gardée pour les sciences de la vie, pures ou appliquées? S'il est vrai que des domaines comme l'astrophysique ou l'exobiologie nourrissent notre imaginaire, la simple évocation des conséquences de l'exploration au-delà de notre atmosphère, cette évocation-là n'a pas besoin d'être le résultat d'une étude pour créer des remises en question. Le 30 octobre 1938, la chaîne radiophonique CBS diffusait The War of the Worlds, une nouvelle d'Orson Welles adaptée pour la radio et que l'auteur narrait lui-même. Présentée comme une série de bulletins d'actualité dépeignant une invasion martienne, et non, ce n'est pas une blague, l'émission a fait vibrer chez l'auditoire des cordes relativement silencieuses jusque-là. Une œuvre littéraire diffusée par un média de masse dans un contexte social tendu et précaire a eu un effet jusqu'alors insoupçonné. Il y a plusieurs exemples historiques comme ça. Je ne vous rabattrai pas les oreilles avec, par exemple, l'écrasement supposé d'un vaisseau spatial à Roswell en 1947, mais remarquez que sa simple évocation rappelle des souvenirs plus ou moins récents. Vous avez peut-être été un amateur ou une amatrice des X-Files dans les années 90. Vous avez peut-être lu un des milliers, si ce n'est pas dizaines de milliers d'œuvres, une des œuvres de fiction ou de science-fiction qui postulait ou qui mettait en cause des êtres humains lors d'un premier contact. Bref, de la science-fiction dans tous ses formats, certes, mais Roswell est aussi à l'origine de plusieurs branches de ce qu'on appelle aujourd'hui des théories conspirationnistes. Cette fascination pour ce qui est ou n'est pas arrivé à cet endroit, cette année-là, entraîne des conséquences sociales, psychologiques chez certains, mais assurément culturelles, voire philosophiques. Du moins en Occident. Qu'arrive-t-il à nos mythes fondateurs si nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Quelle opinion de l'humanité aurait une civilisation extraterrestre et, par leurs yeux, quel jugement porte-t-on sur nous-mêmes? Et tout ça, ce n'est qu'à partir des œuvres de fiction. Qu'arriverait-il demain matin à la société et à l'être humain si on confirmait l'existence d'une vie extraterrestre? C'est la question à laquelle ce reportage tente de répondre. Et pour débuter, nous allons écouter Frédérique Baron, médiatrice scientifique à l'Institut de recherche sur les exoplanètes et à l'Observatoire du Mont Mégantic, nous expliquer les chances d'observer de la vie ailleurs dans l'univers. C'est une bonne question, puis c'est une question qui est tout à fait d'actualité. Ça semble un peu de la science-fiction, chercher de la vie à l'extérieur de la planète Terre, dans notre système solaire, voire même au-delà, mais c'est vraiment de la vraie science. Ça fait partie de la recherche qu'on fait à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, de découvrir des nouveaux mondes dans le but d'y trouver de la vie. Là, qui dit vie extraterrestre, dit quand même une variété de choses, parce que c'est sûr que quand on pense à de la vie extraterrestre, on pense à nos petits bonhommes verts sur Mars. C'est vraiment la première histoire de la vie extraterrestre. La première fois qu'on a pensé qu'il pouvait y avoir des civilisations sur une autre planète, c'était quand il y a eu les premières observations de Mars avec des lunettes astronomiques. Les premiers astronomes avaient vu comme des canaux à la surface de Mars. Puis là, il y a eu un problème de traduction entre canaux en italien qui a été retraduit en anglais. Puis entre les deux, la signification a disparu. Le premier canot en italien voulait peut-être plus dire rivière, mais il a été traduit comme canal, où là, c'était plutôt creusé par une vie intelligente. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y avait ces premières idées de la vie extraterrestre sur Mars. C'est resté. Donc ça, ici, c'est vraiment de la vie intelligente, mais la vie pourrait tout à fait être des bactéries, de toutes petites, microscopiques, pas de la vie intelligente telle qu'on la définit sur la Terre. Donc, pas nécessairement quand je parle de vie intelligente, une des définitions de vie intelligente, c'est de la vie qui peut construire des radiotélescopes. Parce qu'avec des radiotélescopes, on peut communiquer à grande distance dans notre galaxie. On peut dire que des perroquets, c'est très intelligent, mais ça ne peut pas construire des radiotélescopes. Donc, c'est comme ça que je vais définir vie intelligente. Et donc, ça veut dire que sur la Terre, de la vie intelligente, il y en a depuis moins de 100 ans. Donc, pendant tout ce temps-là, il y a eu de la vie,
il y a eu de la vie pas intelligente. Puis même avant d'avoir des mammifères, pendant très, très longtemps, il y a eu des bactéries. Donc ça me semble, en termes de chances qu'il y ait de la vie ailleurs, ça me semble quand même qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait de la vie microscopique ailleurs. Puis ça, déjà, il y a des façons de trouver, même à distance, même si on ne peut pas y aller. Si on pense à des planètes qui tournent autour de d'autres étoiles, c'est ça qu'on appelle des exoplanètes. C'est possible qu'il y ait de la vie sur ces planètes-là, mais elles sont tellement loin qu'on ne peut pas espérer y voyager. Pas présentement, pas avec les technologies qu'on a. Mais on peut les observer à distance, puis avoir une idée de la composition chimique de l'atmosphère de ces exoplanètes-là. Puis on pourrait trouver certaines biosignatures, certaines molécules, certains atomes qui sont liés à la présence de vie. La deuxième étape, c'est vraiment la vie intelligente. Donc, est-ce qu'il y a de la vie intelligente ailleurs dans notre galaxie? Parce que je pense que trouver des molécules sur une autre, trouver une bactérie là, sur une autre planète, c'est sûr que c'est chouette. Ça veut dire qu'il y a de la vie ailleurs. Mais c'est de la vie plate. Comme on ne peut pas jaser avec cette vie-là, on ne peut rien apprendre de cette vie-là. Je dirais, on peut apprendre des choses, c'est sûr, mais pas comme dans Star Trek. Là. On ne peut pas découvrir une autre civilisation, apprendre d'autres façons de vivre. C'est vraiment des bactéries. Bon, c'est sûr, ça serait déjà un pas énorme. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de la vie que sur la Terre. On ne serait pas unique dans l'écosystème de la galaxie ou même de l'univers. On serait vraiment un animal parmi tant d'autres dans tout l'univers. Mais de la vie intelligente avec laquelle on pourrait communiquer, ça serait encore plus intéressant. Il y a des façons de calculer ça. Il existe une équation, c'est ce qu'on appelle l'équation de Drake. Puis avec l'équation de Drake, on peut estimer le nombre de civilisations intelligentes actuellement en activité dans notre galaxie. Mais il y a beaucoup, beaucoup de termes qu'on ne connaît pas dans cette équation-là. De façon assez conservateur, on pourrait estimer qu'il y aurait entre, disons, quelques centaines à quelques milliers de civilisations intelligentes actuellement en activité dans la galaxie. Le problème, c'est encore une fois, c'est les distances. Juste notre galaxie, elle est immense. Donc, nous, on habite sur la planète Terre. La Terre tourne autour de notre étoile, le Soleil. Des étoiles, dans notre galaxie, il y en a des centaines de milliards. Puis des galaxies aussi, il y en a des centaines de milliards dans notre univers. Mais juste notre galaxie, elle fait à peu près une centaine d'années-lumière de large. C'est très, très gros. Ça veut dire que ça prend 100 000 ans à la lumière pour traverser d'un côté à l'autre. C'est très, très gros. Donc, même si on a quelques centaines, quelques milliers de civilisations intelligentes, la distance entre chaque, statistiquement, entre chaque civilisation, reste immense. Donc, trop grande pour que, dans le temps de vie d'humain, on puisse vraiment imaginer communiquer. En plus des civilisations, on l'a vu sur la Terre, ça naît. Il n'y avait pas de civilisation intelligente sur la Terre il y a 1 milliard d'années. Puis on peut tout à fait imaginer que ça peut aussi mourir, des civilisations intelligentes. On peut s'autodétruire. On voit tout à fait qu'on a la capacité de le faire, qu'on a eu la capacité depuis quand même la bombe nucléaire, qu'on a encore ces armes nucléaires-là sur la Terre, qu'on peut s'autodétruire aussi avec les changements climatiques. Il y a plein de façons qu'on a de s'autodétruire. Il peut aussi y avoir des catastrophes naturelles. On pense aux dinosaures qui se sont quand même éteints. Notre étoile, on est chanceux, on a une étoile qui est à la moitié de sa vie, mais si la vie sur Terre était apparue plus tard, mais éventuellement, les étoiles, ça évolue, ça meurt. Ça ne serait pas bien non plus pour la vie sur Terre. Donc, la vie apparaît, disparaît. Donc, si on veut trouver une civilisation qui soit actuellement en activité, pas trop loin, là, les statistiques ne sont pas trop de notre côté. Nous allons maintenant discuter de l'impact qu'une telle découverte aurait sur les humains et les sociétés avec Martin Riopel, professeur et vice-doyen à la recherche à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, et René Doyon, professeur de physique à l'Université de Montréal, aussi directeur de recherche sur les exoplanètes, l'IREX, et directeur de l'Observatoire du Mont Mégantic. Ce que je propose, moi, c'est que l'impact sur les sociétés va dépendre, il va y en avoir un, je pense, mais l'impact va dépendre de ce qu'on trouve comme vie. Et c'est vraiment le niveau de complexité de ce qu'on va trouver va avoir des répercussions différentes sur ce qui se passe dans les sociétés ou des sciences humaines en général. Puis j'explique juste un petit peu. Donc, si jamais on trouve de la vie très élémentaire, la forme la plus élémentaire de vie qu'on peut imaginer, ben, on comprend que ça va certainement soulever des questions, comme je dis, comme on en avait discuté, par exemple,
on va se demander, est-ce que cette vie-là est parente avec nous? Parce qu'on est capable, au niveau biologique, de faire des liens. Donc, si elle est parente, ça soulève des questions fascinantes, parce que si c'est parent et c'est sur une autre planète, comment ça se fait que c'est rendu là? Puis, si ce n'est pas parent avec nous, c'est aussi tout aussi intéressant à discuter, parce que là, à ce moment-là, ça veut dire que c'est une vie complètement différente, peut-être semblable, peut-être différente, mais pas parent. Donc, ça, c'est le niveau de base. Puis après, on peut monter. Puis à mesure qu'on augmente le niveau, à ce niveau-là, je pense que ça va produire des effets sur la biologie, par exemple, sur la réflexion autour de ça, sur l'astrobiologie, sur toutes ces disciplines-là. Mais plus on monte au niveau de la complexité, et puis plus ça va avoir des répercussions sur des sciences qui sont de plus en plus humaines. Par exemple, si on voit des animaux, ben là, évidemment, ça soulève la question de l'évolution, qu'est-ce que ça fait et tout ça, ainsi de suite. C'est l'évolution de la vie. Puis si ultimement, on trouve de la vie complexe qui a une conscience, qui a développé des modèles du monde, des modèles du monde, ben là, ça va forcément interpeller nos modèles à nous, nos modèles de nos sociétés. S'il y a une société qui s'est développée en faisant certaines choses, ça va entrer en écho avec notre société. On va se demander à quel point c'est semblable ou différent de nous. Puis, si c'est semblable, c'est intéressant, ça soulève des questions, mais si c'est différent, on va se demander pourquoi on ne l'a pas fait. Puis ça va remettre en question nos modèles. Voilà. Ben, écoute, moi, je vais pas mal dans le même sens que Martin. Et en fait, oui, effectivement, il faut bien définir ce qu'on entend par vie extraterrestre. Il y a la vie microbienne qui, en toute probabilité, est celle qu'on va mettre en évidence, soit dans notre système solaire ou au-delà de notre système solaire. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse plus particulièrement, là. Et bien sûr, la vie intelligente. Hein. Si on avait un blueprint qui est envoyé par une civilisation intelligente, là, ça serait la preuve ultime, sans ambiguïté, que la vie existe ailleurs. Mais ça ne sera probablement pas comme ça. Et en fait, la toute première découverte de vie extraterrestre, on peut déjà anticiper qu'elle va être très controversée. Parce que tu peux imaginer, et je parle en particulier de la vie au-delà du système solaire, parce que là, pour la vie au-delà du système solaire, on parle de le faire avec des télescopes. C'est ce qu'on fait, nous, à l'IRAC, c'est notre obsession professionnelle, qui est essentiellement de détecter, en fait, l'atmosphère des exoplanètes et de détecter, en fait, l'empreinte de l'activité biologique à grande échelle des bactéries sur l'atmosphère. Donc, de détecter de l'oxygène, du méthane, du CO2 et voir le contexte physique de ces abondances-là qu'on peut maintenant mesurer. On va commencer à faire ça très bientôt avec le télescope spatial James Webb. Mais le problème, c'est qu'il y a des possibilités, ce qu'on appelle de faux positifs. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une atmosphère riche en eau l'étoile irradie la planète beaucoup, et ça, c'est le cas des petites étoiles, elles sont très abondantes. L'eau peut se dissocier pour produire une atmosphère d'oxygène qui n'est pas nécessairement celle produite par de l'activité biologique. Donc, ça, il y a c'est un domaine de recherche en soi même, là, en astrobiologie, que toute la question des faux positifs. Donc, mais je pense qu'avec le temps, à mesure que les évidences vont s'accumuler, puis là, je parle qu'on est dans un échéancier de, je dirais, quelques décennies, là. Je pense que ça va se faire, ça. Et moi, je ne peux pas imaginer que la vie microbienne n'existe pas ailleurs. Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas accepter là, que ça se passe juste sur la Terre. La vie microbienne, j'insiste, la vie intelligente, ça, c'est un autre sujet de discussion intéressant. Donc, voilà. Donc, ça va se faire graduellement. Donc, je te dirais que le premier article Nature qui va sortir, ça ne sera pas Life Detection in blablabla planète. Là. Ça va être Evidence of Oxygen Abundance dans telle planète. Ça ne sera pas clear cut, pour prendre un mot en anglais. Là. Mais éventuellement, encore une fois, je pense qu'on va en arriver à un consensus dans la communauté scientifique qu'effectivement, la vie existe. Et ça, ben, d'un point de vue strictement scientifique, ça va être absolument incroyable comme découverte. C'est une des grandes quêtes de l'humanité de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Donc, du point de vue scientifique, ça va être très clairement un grand pas pour l'humanité, au moins du même ordre que le premier pas sur la Lune, là, très certainement. Maintenant, l'impact sur le grand public, ça, honnêtement, je ne me sens pas habilité de bien répondre à ça. Je me tourne vers les philosophes pour répondre à ça, qui sont mieux formés que moi pour comprendre l'impact de grandes découvertes qu'il y a eu dans l'histoire. Mais je ne suis pas sûr que cet impact-là va être si important. Mais j'aime croire que, si je m'avance un peu, là, pour me faire un philosophe à 5 sous, là, qu'il va y avoir un impact. Et en particulier au niveau des religions. Ça remet en question toute la question de l'unicité de l'humanité, de savoir que la vie existe ailleurs. Et j'aime croire qu'on va se rendre compte qu'elle est très répandue.
Donc, voilà. Donc, j'aime croire que... Mais ça va se faire graduellement. Mais maintenant, si on parle, là, soyons chanceux, là, on parle de vie extraterrestre. On a un signal extraterrestre comme dans le film Contact, parce on nous envoie un blueprint pour faire une machine incroyable qui fait whatever, là. Ça serait vraiment majeur. Et ça pourrait entraîner, je pense, des bouleversements importants au niveau de nos sociétés. En particulier, en fait, c'est le lien avec la religion qui monte. Et pour revenir, en fait, dans notre système solaire, donc la vie dans notre système solaire, donc on parle de Mars, on parle maintenant des lunes de Saturne, de Jupiter. Là. Il y a plein de façons qu'on peut trouver de la vie maintenant. Et Martin l'a très bien souligné que si on trouve de la vie là, la toute première chose qu'on va vouloir savoir, c'est que est-ce qu'on vient de la même racine? Il y a toute cette théorie-là que peut-être qu'on est martiens, qu'il y a un météorite qui a frappé Mars, qu'il y avait déjà de la vie là-bas, et le morceau de caillou est tombé sur la Terre, et c'est la fameuse théorie de la passe-permis. Et ça va être une question intéressante de savoir si on a une même racine de vie. Moi, je serais curieux de vous entendre sur... on a découvert la vie ailleurs, donc qu'elle soit une vie microbienne, que ce soit une vie qui est plus complexe. Quel va être l'impact, selon vous, sur le système d'éducation? Donc, par exemple, est-ce qu'on peut spéculer que dans les facultés de physique, il va y avoir en fait un engouement incroyable et là qu'on va devoir développer des nouvelles disciplines? Ou, comment vous voyez finalement cet impact? Je te dirais qu'on n'a pas besoin d'avoir cette découverte-là pour que ça se fasse. Il y a déjà un engouement absolument incroyable. Moi, j'ai créé l'Institut de recherche sur les exoplanètes il y a 5 ans, dans toute cette foulée-là. Mais en fait, cette recherche-là, on parle de vie extraterrestre, là, au-delà du système solaire, l'étude des exoplanètes, des planètes à l'extérieur du système solaire. Écoute, ça date seulement de 25 ans. Là. On était ensemble, Martin et moi, lorsque ces choses-là commençaient à peine. On a vu les balbutiements de ces découvertes-là. Et donc, il y a un engouement absolument mondial pour cette question-là. Et donc, mais c'est clair qu'une découverte là, comme ça de vie microbienne là, lancerait encore le sujet. Je peux faire une petite analogie avec ça. J'ai eu le privilège de faire partie d'une équipe il y a 10 ans, plus de 10 ans, en 2008, où on a pris le premier cliché d'une exoplanète, les premières images. Et jamais, dans mes rêves les plus fous, j'avais imaginé que ça aurait un impact comme ça sur ma carrière. Et ça a été en grande partie un des tremplins qui a permis de pouvoir créer l'institut que j'ai créé il y a 5 ans. Non seulement ça, mais avec des fonds privés. Donc, c'est un philanthrope généreux qui est passionné d'astronomie, de sciences spatiales, qui croit en notre vision là, qu'un jour, on va découvrir de la vie ailleurs et que le Québec sera parmi les principaux acteurs de cette grande aventure-là. Là. Donc, ce que tu dis là, Sébastien, se fait déjà. L'engouement pour la recherche sur les exoplanètes, l'astrobiologie, ce sont des thèmes scientifiques qui sont en fait parmi ce qui justifie les grandes infrastructures scientifiques qu'on planifie. Le télescope spatial James Webb, les télescopes géants de 30-40 mètres qui sont sur les planches à dessin, en fait, qui sont déjà en construction, ont toutes comme point commun cet objectif scientifique là, de détecter de la vie ailleurs. Puis, je reviens sur l'argument des religions. J'aimerais qu'on creuse un peu le sujet. On s'entend sur l'impact qu'il va y avoir sur les croyances populaires, sur les croyances collectives. On spécule ici. Hein? Donc, comment vous pensez finalement qu'il va y avoir un impact important? Donc, je pense qu'on peut quand même dire qu'il va y avoir l'équivalent d'une révolution parce que les religions qui sont centrées autour de l'humain vont devenir centrées autour du cosmos, si je peux me permettre. Donc, est-ce que vous pourriez faire du chemin là-dessus? Je serais curieux de vous entendre. Écoute, je ne sais pas. J'ai tendance à croire que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant que les grandes religions soient significativement ébranlées, même par ces découvertes-là. Mais je pense que le bénéfice collatéral de cette découverte-là, et je pense qu'on commence déjà à le voir, c'est qu'on me pose souvent cette question-là dans mes conférences. Mais M. Doyon, à quoi ça sert? À quoi ça sert de trouver de la vie ailleurs? Bien sûr, je fais valoir l'argument technologique, c'est-à-dire pour faire cette découverte-là, il faut développer des nouvelles technologies qui, au fil des ans, finissent par se retrouver dans nos poches. Le téléphone cellulaire, cette petite puce qui prend des images, c'est un très bel exemple de technologie qui a été d'abord motivé par l'astronomie pour mieux comprendre l'univers, qui finalement s'est retrouvé dans la caméra qui me regarde présentement. Donc, alors ça, il y a un argument économique fort. Maintenant, au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi cette prise de conscience
de ce que nous sommes, ce petite planète bleue-là, ce petit grain de sable dans cette grande immensité de l'univers, pour se rendre compte comment on eut. Bon, en fait, au moins, on sait que c'est très unique ce qui est ici, et aussi très fragile. Et donc, c'est une prise de conscience qui, je pense, aura une influence sur l'environnement. Et ce mouvement-là est déjà en place, je pense. Toute la question des changements climatiques qui, tranquillement, mais pas assez vite, malheureusement, il y a une conscience collective qui se prend qu'il y a une conscience que notre planète, elle est fragile et qu'il faut en tenir compte. Et donc, ce genre de découverte-là à l'extérieur va mettre davantage de contexte de l'importance de notre planète à l'échelle cosmique et ce besoin de vraiment prendre soin de notre planète parce que la réalité, le physique, là, Martin peut le témoigner, là, on n'a pas encore inventé le warp drive, on ne peut pas aller sur notre planète, puis il faut vraiment vivre en harmonie avec celle sur laquelle on vit présentement. Oui, je suis bien d'accord avec ça. En fait, je crois qu'effectivement, l'effet va se faire sentir lentement. Il est déjà commencé, mais je trouve que ce que René a dit est tout à fait juste. D'une part, je crois qu'une vraie découverte officielle de vie, ça va créer des vocations. C'est-à-dire que des gens déjà qui s'intéressent à ça, il va y en avoir encore plus, parce que les enfants qui vont regarder ça, des fois, c'est le moment où on décide d'une carrière. Quelque chose comme ça peut amener vers une carrière. Mais d'un autre côté, et je pense que c'est aussi le cas, René en a parlé, ça crée aussi un effet chez les donateurs, les gens qui ont des fonds, qui eux se disent « Ah oui, c'est important », et là, subitement, il y a plus de fonds qui sont consacrés à ces choses-là, et ça va finir par produire un effet sur la société. Puis, le dernier élément de René qui était socialement, on pourrait dire politiquement, le fait de faire une découverte comme ça, le fait d'avoir des fonds qui vont dans cette direction-là, ça va faire que dans la société, ça va devenir plus important, et on va agir en conséquence. Et on parlait tout à l'heure de ce qui se passe quand on trouve des choses ailleurs. Dans le meilleur des scénarios, si on trouve une autre civilisation qui nous dit « Faites attention, tel genre de catastrophe pourrait vous arriver », on va le prendre avec encore plus de sérieux et ça va être un mouvement plus fort. Mais effectivement, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Croyez-vous que tout ça va... On découvre une vie demain matin, ça va nourrir les thèses conspirationnistes? Il y aura toujours des thèses conspirationnistes, il y aura toujours une fraction assez significative, 10-20 % de la population. J'espère qu'elle va diminuer avec le temps pour avoir toutes ces théories-là. Là. Et je pense que c'est le rôle de la science et de la diffuser, en fait, sur le grand public pour éduquer les gens, leur faire comprendre que non, la Terre n'est pas plate, là, elle est vraiment ronde, puis et ça, c'est un problème d'éducation. Et en fait, le problème, c'est probablement les médias sociaux, la possibilité de pouvoir diffuser de l'information efficacement et très rapidement, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a une vingtaine d'années. Hein. Toutes ces théories conspirationnistes-là ont pris leur ampleur à cause de ce moyen-là de diffusion là, qui est vraiment très utile, là, mais qui a aussi son autre tranchant. Là. Les moyens technologiques ont permis de créer des communautés de ça. Je pense que ces idées-là nous ont toujours plu. Avant, on pouvait en parler à 2 personnes, puis ça s'arrêtait là. Maintenant, avec les médias sociaux, on peut en parler en communauté de plusieurs centaines de personnes. Donc, ça renforce et ça va toujours être là. Il y a toujours la science qui est à côté. René a prononcé le mot transparence ou quelque chose qui s'apparentait à ça. Je pense que c'est ça la clé. La théorie conspirationniste se nourrit d'obscurité. La science est quelque chose de transparent. Donc, plus on est transparent, je pense, plus on explique, plus ça produit un effet positif sur la société, plus on cache des choses, évidemment. Et on a un bel exemple présentement avec la pandémie, et c'est vraiment concret. Hein? Et c'est une question. Donc, je me fais optimiste quand même, je ne veux pas avoir l'air trop pessimiste, bien que je dis qu'il y aura toujours des conspirationnistes. J'aime croire qu'avec le temps, leur fraction va diminuer. C'est comme les fumeurs. Ils étaient dominants là, il y a 30 ans, ils sont maintenant une minorité. Je pense qu'il y aura, avec l'éducation, puis on va réussir à diminuer cette fraction de la population-là qui se nourrissent d'obscurité. C'est le bon mot que Martin a souligné ici. Une des hypothèses que je lance, c'est que la découverte de vie extraterrestre va avoir un impact sur les structures politiques, les enjeux de pouvoir, les agendas politiques. J'ai l'impression, en fait, entre autres, que l'ONU va se positionner. Il va y avoir des fonds qui vont être mis de côté pour pouvoir finalement pousser l'exploration spatiale. Au niveau politique, quel genre de pression vous
on peut spéculer finalement sur la découverte de vie complexe, par exemple? Si on parle de vie intelligente, ça pourrait alimenter beaucoup de peur, en fait, là. Donc, la possibilité que ces êtres beaucoup plus intelligents que les nôtres, en toute probabilité, ce serait le cas, là, si on avait un contact avec une civilisation euh, technologique. Je pense que notre nature humaine étant ce qu'elle est, on alimenterait ce genre de peur. Donc, il y aurait deux courants. Genre, il y a ceux qui sont enthousiastes de vouloir communiquer et partager cette civilisation-là. Il y aurait l'autre camp qui alimente tous les films des science-fiction où est-ce que ces gens-là ont peut-être des intentions malignes parce qu'ils ont détruit leur planète de venir chez nous. Donc, je peux imaginer beaucoup de situations comme ça, de beaucoup de remous politiques associés avec ces découvertes-là. La découverte microbienne, peut-être un peu moins, mais ceci dit, peut-être pas non plus, parce que ce sera déjà le premier pas pour dire, la vie, elle semble aussi très, très, très étendue, donc il doit y avoir aussi des civilisations et ça pourrait alimenter une certaine paranoïa là, de vouloir se refouler sur soi-même et se protéger davantage. Ça peut être des arguments aussi pour augmenter les budgets militaires, par exemple, là. Mais tu as tout à fait raison, ça serait aussi une bonne motivation pour augmenter les budgets d'exploration spatiale pour davantage aller explorer ces nouveaux mondes qu'on vient de découvrir, là. J'ai l'impression que cette découverte-là va faire des gagnants. Puis un des gagnants, à mon avis, ça va être les sciences humaines et sociales. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des gens qui vont avoir étudié les sociétés. Si on découvre une vie complexe, on va vouloir savoir comment ces gens-là se sont organisés, comment ils se sont organisés politiquement, les enjeux de pouvoir qu'ils peuvent avoir. Donc, moi, j'ai l'impression que l'âge d'or des sciences humaines et sociales va émerger quand on va éventuellement, si on trouve une vie, donc une vie complexe extraterrestre. Ma prochaine question est encore spéculative. Je voudrais savoir, selon vous, est-ce qu'on devrait se préparer à ces découvertes-là? Parce que tout ce qu'on vient de discuter, il y a des impacts qui sont importants. Mais est-ce qu'on devrait préparer les humains, finalement, à cette découverte-là? René, tu viens de me dire que toi, tu crois qu'il va y avoir une découverte de la vie dans les prochaines décennies. Donc, ce ne serait pas un peu inapproprié de ne pas se préparer à cette grande, grande découverte-là? Je crois beaucoup à la science partagée avec le public. Et c'est une des missions qu'on a dans notre institut, et on dépense une bonne fraction de nos fonds là, pour diffuser auprès du grand public, pour justement dans une perspective d'éducation. Oui, je pense qu'il faut préparer le public à ça, mais de manière plus générale. Ce n'est pas juste la question de la vie, c'est de mettre en contexte notre planète Terre puis notre environnement. Et donc, ce n'est pas juste la question de la vie, mais oui, c'est peut-être celle qui est la plus peut-être enlevante pour la population en général. J'ai jamais vu personne qui est indifférent à regarder le ciel étoilé, là, puis se poser la question, est-ce qu'il y en a d'autres civilisations comme la nôtre? Il n'y a pas personne qui est indifférent à ces questions-là. Donc, je pense qu'il faut prendre cette opportunité-là, cette question-là spécifique qui anime tout le monde, qui excite tout le monde, pour justement animer cette culture scientifique-là qui est importante. Un autre point, on n'a pas parlé, si on parle de la découverte de la vie, mais si on en trouve, en fait, une question tout aussi importante, c'est l'origine de la vie. Et cela, elle est aussi importante en lien avec les religions, parce que découvrir de la vie ailleurs, ça va poser toute la question, comment cette vie-là s'est conçue? Est-ce que ce sont les mêmes processus que sur la Terre? Probablement. Mais c'est une autre question tout aussi importante pour l'impact sur notre société, de savoir l'origine de la vie, dans les régions, c'est pas compliqué, hein, c'est Dieu. Mais donc, la découverte de la vie ailleurs va probablement stimuler les théories de l'origine de la vie, qui, moi, je suis agnostique là, pour dire que ça va être des raisons scientifiques, là, ça va être des raisons ça ne sera pas Dieu. Là. Et ça va avoir un impact sur les religions. Ça c'est très clair. Donc, on n'a pas nécessairement besoin là, d'une civilisation extraterrestre là, pour avoir cet impact-là. Mais ça sera graduel, ça va se faire dans le temps. Mais pour revenir à ta question, oui, définitivement, je me fais un ardent défenseur de la diffusion de la culture scientifique. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit, nous, scientifiques, d'être dans notre tour d'ivoire là, à faire notre recherche. Moi, je considère que c'est un privilège ce que je fais dans ma vie. Là, et le minimum que je peux faire, c'est de le partager, surtout quand je parle de trouver de la vie ailleurs. Effectivement, c'est la bonne façon de se préparer, je pense. Et ça se fait déjà. On peut le faire plus, on peut le faire moins, mais c'est quelque chose qui est en cours déjà par évidemment,
la diffusion d'idées scientifiques, de recherche scientifique. Mais je pense que ça se fait aussi, tu parlais tout à l'heure de science-fiction, ça se fait aussi dans la culture parce que ces éléments-là sont récupérés, on fait des histoires avec ça, on raconte des histoires, puis on se trouve à amorcer la réflexion avec ces idées-là. Donc, ces idées-là autour de la découverte de la vie, elles ont été beaucoup explorées dans la littérature de science-fiction, on pourrait dire. Donc, on a déjà préparé notre réaction, on scénarise qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Et lorsque ça arrivera pour de vrai, là, vraiment, notre réaction sera peut-être encore plus profonde, plus intéressante, mais elle aura été préparée par toutes ces fictions-là aussi. Voici ce que François Jacob écrivait il y a 40 ans. Dans les livres de science-fiction, les abominables créatures qui chassent le pauvre astronaute perdu sur quelques planètes lointaines sont toujours le produit d'une recombinaison entre organismes terrestres. Les êtres venus du fond de l'espace pour explorer notre planète ont toujours un aspect humain. On les voit le plus souvent représentés au sortir de leur soucoupe volante. Ce sont clairement des vertébrés, des mammifères sans le moindre doute, marchant debout sur leurs pattes de derrière. Les seules variantes concernent la taille du corps et le nombre de yeux. Bien souvent, ces créatures sont dotées d'un crâne plus volumineux que le nôtre pour suggérer un plus gros cerveau. Elles sont parfois munies d'antennes radio sur la tête pour évoquer des organes sensoriels particulièrement raffinés. L'étonnant, là encore, c'est que 120 ans après Darwin, la conviction que si la vie survient n'importe où dans l'univers, elle est forcément tenue de produire des animaux voisins de ceux qui vivent sur la Terre. Mieux encore, qu'elle doit nécessairement évoluer vers quelque chose de semblable aux êtres humains. Jacob ajoute, cela montre comment la culture manie le possible et en trace les limites. Comme il a été dit dans ce reportage, la découverte d'une vie extraterrestre retracera fort probablement les limites des croyances collectives. Par exemple, le texte biblique implique un regard exclusif à la terre et à l'homme. Ainsi, un évangélique qui a une lecture littérale de la Bible sera confronté à de nouvelles interprétations. Mais il y a plus. Dans la situation où une vie complexe sera trouvée, il n'y a aucun doute qu'on va se tourner vers les politologues, sociologues, économistes, philosophes, pour comprendre comment ces êtres s'organisent politiquement, socialement, comment ils gèrent leurs ressources rares ou comment ils définissent la moralité. Ainsi, nous croyons que les travaux en sciences humaines et sociales du passé seront fort utiles pour faire des comparaisons. Nous vous laissons sur cette fascinante réflexion et n'hésitez pas à partager votre avis sur les différentes plateformes au sujet des sciences humaines et sociales. Avi Loeb, le professeur d'astrophysique de l'Université Harvard, a récemment publié un livre sur Oumuamua, l'étonnant cigare de roche qui a traversé notre système en 2017. Il croyait que l'hypothèse d'une construction extraterrestre pourrait être retenue pour expliquer Oumuamua. Voici ce que René Doyon et Martin Riopel avaient à dire sur le sujet. Ça prend des évidences extraordinaires pour expliquer un phénomène extraordinaire. La réalité est que Oumuamua s'explique par un gros caillou asymétrique qui est passé dans le système solaire. Donc, on prend souvent le rasoir de Camme en science. Hein. La solution la plus simple, c'est celle qui est probablement celle qui est vraie. Oui, bien sûr, on peut inventer toutes sortes de scénarios extraterrestres. Mais moi, ce qui me trouble là-dedans, c'est que si effectivement, il y a une civilisation qui a la capacité technologique de faire ça, d'envoyer un corps étranger dans un autre système solaire, probablement qu'il serait programmé pour quand il arrive dans le système solaire, qu'il envoie une petite antenne puis qu'il envoie quelques petits messages aussi. Bon, on ne le fait pas, ça. Donc, alors, je me fais très sceptique sur les théories de M. Loeb, là. Ce genre de théorie. Oui, effectivement. Mais en même temps, ces théories-là vont toujours avoir lieu. Ce sont des théories aussi recevables que les autres. Et puis, après, on discute, on pèse le pour et le contre. Et lorsqu'une de ces théories-là se met à être vérifiée, là, elle prend de la force. Et si un jour on découvre la vie, on va avoir une de ces théories-là qui va dire oui, vraiment, là, cette fois-là, ça a l'air, c'est vraiment vrai. Et là, on va se mettre à raisonner ces trucs-là. Mais un élément important de cette question-là, c'est que M. Loeb, qui est un astrophysicien de formation, un excellent en passant, ça ajoute beaucoup de crédibilité à ce qu'il affirme. Donc, mais ça ne veut pas dire que tu es astrophysicien reconnu, que tout ce que tu dis est vrai. Il faut que tout ça soit vérifié par les pairs et c'est comme ça que la science avance.
Mais bon, sa théorie, son hypothèse, elle est comme n'importe quelle autre, mais il faut la confronter avec les observations. Et pour l'instant, il n'y a pas d'évidence très sérieuse que ce soit un corps extraterrestre d'une civilisation, un artefact extraterrestre. Mais ça demeure une étoile absolument incroyable. Hein? C'est la première fois qu'on voit un objet qui arrive de l'extérieur du système solaire. Donc, ça anime beaucoup notre imagination. Là. Ah, exactement. Puis on a vu que les médias de partout dans le monde en ont parlé aussi. Hein. Donc, il y a eu sur France Presse et tout, il y a eu plusieurs communiqués à cet effet-là. Ben, ça illustre aussi ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu cet événement-là. On comprend que ce n'est pas concluant, mais ça a été assez pour soulever des questions, pour entretenir la discussion. Puis suite à ça, quelques mois plus tard, ben là, il y a des programmes de recherche qui commencent à émerger, qui ont obtenu des fonds pour commencer à faire ce type de recherche-là. Donc, lorsqu'un événement comme ça arrive, même si c'est juste une discussion, puis qu'ultimement, ce n'est pas prouvé, quand c'est suffisamment raisonnable, ça finit par interpeller la société qui répond en disant oui, on veut creuser cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'on est prêt à faire la découverte, mais peut-être qu'on la prépare. Tout à fait. C'est une nouvelle classe d'objets célestes qu'on ne connaissait pas avant. Et là, on se rend compte, lorsqu'on fait quelques petits calculs, qu'il y en a probablement eu plein d'autres comme ça qui sont venus dans le système solaire. Et bientôt, on aura des infrastructures scientifiques pour en trouver d'autres. Donc, on peut faire le pari que dans les prochaines années, on aura d'autres ou moins moi, là. D'autres découvertes comme ça. Et ça, c'est d'un point de vue scientifique, c'est un sujet de recherche tout à fait valide et excitant. Là. Oui, passionnant.